Dans ce chapitre, il sera détaillé. L'influence et l'exercice du pouvoir. Le bon ou mauvais, le pouvoir. Les abus de pouvoir, usage judicieux du pouvoir et un premier jeu de clés. Au cœur de toutes les interactions humaines, imbriquées dans le tissu même de la vie groupale et organisationnelle, inscrit au fondement du politique. Le pouvoir est une réalité multiforme, difficile à cerner. Une certaine aura de mystère l'entoure, lui conférant un attrait puissant aux yeux de certains, inspirant une répulsion tout aussi forte à d'autres. Les connotations du terme même de pouvoir sont donc à la fois négatives et positives. Avec bravade, d'aucuns n'hésiteront pas à se déclarer « homme de pouvoir » ou « femme de pouvoir », alors que d'autres récuseront avec force l'étiquette qu'on voudra ainsi leur accoler. Vouloir le pouvoir pour le pouvoir entraîne une certaine réprobation sociale, sans doute teintée de peur, car l'abus de pouvoir, dans notre imaginaire, n'est jamais très loin du pouvoir lui-même. La meilleure façon de démystifier le pouvoir, c'est encore de l'examiner à la loupe, en l'isolant des jugements moraux que l'on porte spontanément sur lui, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il est, de l'apprivoiser. C'est ce que je me propose de faire avec vous dans ce premier chapitre. J'y examine d'abord les liens qu'entretiennent l'influence et le pouvoir, pour voir ensuite si l'on peut légitimement parler de bon ou de mauvais pouvoir. Puis je me penche sur la notion d'abus de pouvoir, en y opposant l'usage judicieux du pouvoir. Le chapitre se termine par l'identification du premier jeu de clés nous permettant d'aller de l'avant dans l'exercice quotidien d'un pouvoir mieux compris. Influencer, oui. Mais exercer du pouvoir? Vivement, un petit exercice pour vous situer dans la nébuleuse du pouvoir et de l'influence. Dans bon nombre de groupes et d'organisations et ce, particulièrement en milieu communautaire ou dans les groupes où se retrouvent surtout des femmes, la vision que l'on a du pouvoir est plutôt négative. Certains théoriciens du pouvoir le considèrent aussi comme étant nécessairement associé à la coercition, à la contrainte, voire à la violence. L'influence, quant à elle, serait une façon beaucoup plus douce d'obtenir ce que l'on veut d'une autre personne. Par exemple, si mon enfant s'engage dans la rue au moment où arrive une voiture et que je lui dis « Attention, il y a une voiture », s'agit-il de pouvoir ou d'influence? Si je saisis rigoureusement son bras pour l'empêcher de se faire renverser, s'agit-il de pouvoir ou d'influence? Et si j'agis de la même façon pour le forcer à aller se coucher alors qu'il me résiste et s'oppose à ma volonté? Y a-t-il une différence de nature entre le pouvoir et l'influence? Ce que l'on tente de faire, c'est soit d'amener l'autre à modifier son comportement afin de le rendre conforme à nos attentes, soit de l'inciter à nous aider à orienter notre action. Il y a donc là des tentatives d'influence et des invitations à nous influencer qui peuvent se concevoir comme des actes de pouvoir ou comme des actes de soumission au pouvoir des autres. Nous en arrivons ainsi à la définition suivante du pouvoir. La définition du pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité, consciente ou non, d'une personne ou d'un groupe à de modifier les attitudes, les valeurs, les idées ou les comportements d'une personne ou d'un groupe B. Avec cette définition, on voit que ce ne sont pas seulement les comportements de l'autre que nous visons lorsque nous cherchons à l'influencer. Nous pouvons aussi vouloir provoquer des changements dans ses attitudes, dans ses valeurs, dans ses idées. Le pouvoir est donc omniprésent dans la vie sociale, il caractérise toutes les interactions par lesquelles nous souhaitons voir des changements chez la personne ou au sein du groupe que nous cherchons à influencer, ou dans leurs décisions, que cela soit conscient ou non. Ainsi, le tout petit bébé exerce-t-il dès sa venue au monde son pouvoir au sein de la cellule familiale. Dès qu'il pleure, sa mère ou son père accourt pour le nourrir, le changer, le langer, le bercer. Le poupon n'est pas du tout conscient de son influence, pourtant, toute la dynamique familiale est modifiée par sa seule présence. Les actes de pouvoir vont ensuite se poursuivre tout au long de sa vie, et l'enfant se mettra très tôt à tester les limites de ce pouvoir, les parents ayant pour leur part à apprendre à établir ces limites, par l'exercice de leur propre pouvoir. Il en va de même avec ses amis, ses collègues, son mari, sa conjointe, son patron, sa supérieure immédiate, son chef politique. L'interaction humaine est faite de tentatives d'influence individuelle ou collective, très simples ou très complexes, immédiates ou construites dans le temps au moyen de plans d'action à plus ou moins long terme. Ces tentatives réussissent parfois, d'autres fois non. Mais elles visent toujours à amener un changement allant dans le sens de ce que l'on désire, à influencer l'autre ou les autres en ce sens. Paradoxalement, elles peuvent entraîner des changements que nous n'avions pas prévus,
qui peuvent même être contraires à nos souhaits. Par exemple, si en tant que chef de parti, j'exige que l'on suive la ligne que j'ai définie et que le refus de s'y conformer d'un membre important de mon parti l'amène à donner sa démission. Ce n'est certes pas le changement que je voulais introduire. Les actes de pouvoir ne sont pas à sens unique. Ils entraînent des réactions. L'autre aussi a ses visées et cherche à m'influencer. On l'aura noté, j'utilise de façon presque interchangeable les termes de pouvoir et d'influence. Cela correspond à ma vision du pouvoir et ma définition de l'influence reflète ce choix. Définition de l'influence. L'influence, c'est la mise en acte du pouvoir, son exercice. Les définitions du petit Robert vont dans le sens de ce choix. L'influence, dans le sens qui nous intéresse, est définie comme étant l'action, volontaire ou non, qu'une personne exerce sur quelqu'un, ou encore, le pouvoir social d'une personne qui amène les autres à se ranger à son avis. Quant au pouvoir, il est vu comme la possibilité d'agir sur quelqu'un, quelque chose. Cette conception n'est pas partagée par tous les théoriciens, à cause de la connotation de coercition que l'on associe au pouvoir, pourtant absente des définitions du dictionnaire. L'un des auteurs du dictionnaire de sociologie, Pierre Ansart, exprime ainsi sa vision de l'influence. Il est opératoire de distinguer clairement le pouvoir et l'influence, en réservant à l'exercice du pouvoir les divers moyens de coercition. L'influence désigne alors l'action sur les attitudes, les représentations, les croyances, par les moyens de la persuasion, sans recours à la contrainte et éventuellement, sans promesse de rétribution ou de récompense. Hakoun et Ansart, 1999. Il y a ici une confusion entre la nature du pouvoir et de l'influence et les moyens que l'on prend pour l'exercer. Cette confusion a d'ailleurs eu pour effet la création d'une expression qui vise à décrire le caractère non coercitif de l'influence, tout en la caractérisant comme une forme de pouvoir. Ainsi, le pouvoir d'influence serait, pour les penseurs français, un pouvoir qui s'exerce sans coercition. C'est le pouvoir des médias, des intellectuels, des religions, des idéologies. Une autre acception oppose le pouvoir d'influence au pouvoir politique. Il s'agit ici aussi d'un pouvoir qui ne peut s'appuyer sur la coercition, mais s'exerce au moyen de la persuasion. C'est le pouvoir des groupes de pression, des groupes communautaires. À mes yeux, on ne peut parler de pouvoir d'influence, l'influence étant le pouvoir mis en acte. La persuasion, tout comme la contrainte, est l'un des moyens par lesquels s'exerce le pouvoir, l'un des moyens par lesquels on cherche à influencer, tant dans les interactions de la vie quotidienne que dans les coulisses des hauts lieux de la politique. Il faut toutefois prendre acte du fait que l'expression « pouvoir d'influence » est maintenant d'usage courant. Coachs et formateurs l'utilisent dans leur formation et leurs interventions sur le leadership, comme une recherche rapide sur Internet le confirme. Bon ou mauvais, le pouvoir ? Les distinctions entre pouvoir et influence que tant les théoriciens que les praticiens introduisent volontiers dans leur vision ou dans leurs actions découlent essentiellement du fait que, pour ce qui est des représentations que l'on en a développées, le pouvoir, comme on l'a vu précédemment, est perçu comme étant nécessairement coercitif, alors que l'influence ne le serait pas. D'ailleurs, quand on parle des « influences indues », n'est-on pas en train de parler d'une influence qui déborde les cadres de la légitimité, d'une forme de contrainte, donc d'une mauvaise influence? Le pouvoir a longtemps été abordé sous le seul angle du politique, de sorte qu'il a été assimilé à la domination politique et aux façons de maintenir cette domination, telles qu'elles apparaissent, notamment au XVIe siècle, dans l'œuvre de Machiavel. Ce sont donc essentiellement les théories du pouvoir politique qui ont forgé l'ancrage historique de notre compréhension du pouvoir, les modèles psychologiques sur lesquels je m'appuie ayant vu le jour beaucoup plus tard. Ces thèses classiques situaient le pouvoir uniquement au sommet des hiérarchies politiques, tout en le définissant comme une substance ou une essence, quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Le pouvoir en ce sens est domination. Il est souvent associé à la contrainte, à la coercition, à la violence, nul pouvoir politique ne peut, dans cette perspective, s'établir ou se maintenir sans avoir la possibilité de recourir à la violence. Cette vision du pouvoir divise, grosso modo, les êtres humains en deux catégories. Les détenteurs de pouvoir et les sans pouvoir. De nouvelles perspectives, essentiellement développées dans le cadre des théories et des recherches des psychologues sociaux, ont permis l'émergence d'une autre conception du pouvoir. Le pouvoir n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Le pouvoir est avant tout relation, c'est-à-dire que toute relation comporte une composante de pouvoir, tout comme elle revêt des dimensions affectives et instrumentales.
Et ces trois dimensions de la relation s'expriment dans toutes nos interactions avec les autres. S'il peut me sembler dans certaines de mes relations que je n'ai pas de pouvoir, c'est peut-être que l'équilibre du pouvoir est ici rompu. Et si je ne me reconnais aucun pouvoir dans telle ou telle relation, je risque fort de me comporter comme si je n'avais aucune possibilité d'influencer l'autre, d'exercer sur elle ou sur lui un certain pouvoir. Dans les chapitres qui suivent, on verra comment se construisent les rapports de pouvoir, sur quoi s'appuient les relations de pouvoir. Mais pour l'instant, jetons un coup d'œil sur les abus de pouvoir, car ce sont eux qui donnent si mauvaise presse au pouvoir. Abus de pouvoir. Usage judicieux du pouvoir. Si le pouvoir est omniprésent dans la vie de tous les jours, on n'en fait malheureusement pas toujours un usage judicieux. Les abus de pouvoir, toujours présents dans les régimes politiques autoritaires, dans les rapports d'emprise ou de domination, peuvent aussi l'être dans nos interactions quotidiennes. L'exercice, qui suit, vise à vous aider à identifier, à partir des situations décrites, les abus de pouvoir, en les différenciant des pratiques relevant plutôt d'un usage judicieux du pouvoir. Exercice 1.2. Abus de pouvoir ou usage judicieux du pouvoir. Cochez la case qui correspond à votre appréciation de la situation décrite. Situation abus de pouvoir. Usage judicieux du pouvoir. Un jeune garçon turbulent ne cesse d'agacer son camarade de classe. L'enseignante lui demande à plusieurs reprises de cesser ce manège, puis elle décide de placer le pupitre du jeune garçon tout près du sien, à l'écart des autres. 2. Michel intervient directement dans le dossier piloté par l'un de ses subalternes. 3. Une diététiste travaillant dans des conditions particulières en raison d'une maladie incurable profite de cette situation pour choisir les patients qu'elle préfère. 4. Au moment de mon embauche, on m'a dit que nous serions 2 pour nous occuper d'une douzaine de patients en perte d'autonomie. Je suis toujours seul à le faire. 5. Laurence demande à son conjoint s'il veut l'accompagner au cinéma. Tout d'abord il refuse, mais Laurence réussit à le convaincre en lui proposant d'aller voir un film qui saura l'intéresser. 6. Une secrétaire refuse d'effectuer certains travaux lorsque c'est une professionnelle qu'elle n'aime pas qui le lui demande. 7. Ma fille de 12 ans veut partir en voyage organisé avec d'autres jeunes de son âge, accompagnée d'adultes responsables. Cela ne me plaît pas et je refuse de lui donner mon autorisation, alors que mon ex-conjointe, qui est la mère de l'enfant, n'y voit pas d'inconvénient. 8. Ma directrice me demande de m'asseoir à côté d'elle durant les réunions. 9. Un directeur laisse entendre régulièrement que certains de ses 12 cadres ne font pas l'affaire et qu'il n'aura bientôt pas d'autre choix que de les licencier. 10. Son patron invite souvent Geneviève à prendre un verre avec lui après le travail. Elle a toujours refusé, mais il continue de le faire avec insistance. Les abus de pouvoir sont parfois difficiles à déceler dans la vie quotidienne. Cela découle du fait que la zone de légitimité à l'intérieur de laquelle s'exerce le pouvoir n'est pas toujours clairement marquée. Par exemple, la zone de légitimité du pouvoir parental, si elle change au rythme de l'évolution des normes sociales, se modifie aussi en même temps que l'enfant se développe. Les parents ont un très grand pouvoir sur leurs poupons. Mais le bambin de 2 ans ne manquera pas de chercher à tester les limites de son propre pouvoir, en transgressant les interdits parentaux. Avec l'adolescence, les transgressions se font plus sérieuses et les interdits de plus en plus difficiles à maintenir, dans la mesure même où le pouvoir parental est contesté par l'adolescent qui réclame le droit de contrôler lui-même ses actes et de mener sa vie comme il l'entend. Ainsi, le père de l'exercice 1.2 peut être vu comme abusant de son pouvoir en interdisant à son adolescente de 12 ans de participer, au même titre que ses camarades de classe, à un voyage organisé par des adultes responsables. Dans les cas extrêmes, qui demeurent trop fréquents, les abus de pouvoir répétés, marqués de violences d'abord psychologiques et éventuellement physiques, en viennent à instaurer un rapport d'emprise. Dans les couples, ce type de rapport s'installe d'abord imperceptiblement, sous le sceau de l'amour, quand le conjoint ou plus rarement la conjointe affirme de plus en plus fortement sa domination, assortissant cette affirmation d'injonctions, de manipulations, d'humiliations, de menaces et finalement de coups. L'enfermement de la conjointe dans une telle relation, où l'amour souvent subsiste et où la dévalorisation entraîne la honte, rend très difficile pour elle d'échapper à l'emprise de son conjoint et de solliciter de l'aide à l'extérieur de son couple. Quand il y a des enfants, c'est la famille entière qui peut être sous le joug d'un père, et parfois aussi d'une mère, aux comportements abusifs. Le rapport d'emprise est l'une des caractéristiques des sectes, leurs membres étant sous l'emprise de leur gourou, avec les conséquences néfastes que l'on sait. En milieu organisationnel, où les abus de pouvoir sont toujours possibles,
La zone de pouvoir des acteurs est cependant déterminée par les attributions liées à leur poste, par leur place au sein de la hiérarchie, par les définitions de tâches, par les conventions collectives, en somme par l'ensemble des normes et des règles, écrites ou non, qui régissent la vie de l'entreprise. De nouvelles règles se sont ajoutées au fil des ans, codifiées dans des protocoles visant à contrer les abus de pouvoir que sont le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Ainsi, le professeur qui pouvait autrefois proférer des menaces voilées à l'endroit de l'étudiante refusant ses avances voit aujourd'hui ce comportement passible de sanctions. La zone de légitimité est ici plus nettement balisée qu'elle ne l'était autrefois. L'apprentissage d'un usage judicieux du pouvoir passe donc tout d'abord par la prise de conscience de la zone à l'intérieur de laquelle il est légitime pour nous d'exercer notre pouvoir sur les autres, par la compréhension de ce qu'est le pouvoir et de ce que sont les abus de pouvoir et par le choix éthique de ne pas transgresser les limites de notre pouvoir. Par ailleurs, toute personne peut refuser d'obéir à une demande abusive, ce qui suppose aussi chez elle la connaissance des limites du pouvoir que peuvent avoir sur elle son supérieur hiérarchique, son conjoint ou ses parents. Il faut bien comprendre aussi que le pouvoir n'est pas à sens unique. Un subordonné peut fort bien, seul ou avec d'autres, se trouver en situation de pouvoir par rapport à son supérieur immédiat et abuser de cette position, tout comme des personnes occupant des positions équivalentes dans une organisation peuvent se trouver en position d'infériorité ou de supériorité les unes par rapport aux autres, ce qui ouvre aussi la porte à des situations potentiellement abusives. Un premier jeu de clés. Le premier jeu de clés offert ici est celui de la compréhension. Le but de ce premier chapitre est en effet de démystifier le pouvoir. Mieux comprendre sa nature relationnelle, de même que sa nécessaire présence dans toute relation, peut nous aider à l'apprivoiser et à l'exercer de façon plus consciente et plus judicieuse. Premier jeu de clés. Comprendre le pouvoir. Le pouvoir est au cœur de toutes nos relations, au même titre que l'affection et que l'agir instrumental. Le pouvoir n'est en soi ni bon ni mauvais. Pouvoir et influence peuvent être considérés comme des synonymes, l'influence étant la mise en acte du pouvoir. La contrainte est un mode d'exercice du pouvoir et non l'une de ses caractéristiques inhérentes. L'abus de pouvoir est un usage illégitime du pouvoir, qui se traduit par la transgression des limites de son pouvoir, au moyen de la contrainte, de la manipulation et d'autres stratégies d'influence. Les abus de pouvoir soutenus en viennent à créer un rapport d'emprise, la personne ou le groupe soumis à ces abus se trouvant emmuré, sous le joug de la personne abusive. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir le deuxième chapitre.